Comment savoir comment je peux prendre soin de mon cerveau? Eh bien, grâce à la recherche, c'est maintenant possible. Grâce aux neurosciences, nous en avons appris beaucoup sur ses besoins, ce qui l'aide. Le Healthy Mind Platter estime qu'il faut combler 7 besoins essentiels pour garder ton cerveau en santé. Dans cet épisode, je te partage comment prendre soin de ton cerveau en tenant compte de ces 7 besoins fondamentaux qui n'ont rien de théorique. Cela peut devenir 7 habitudes à intégrer dans ton quotidien pour en prendre soin. Cela t'intéresse? À tout de suite! Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, j'ai accueilli Annick Laprate qui nous partageait comment reprogrammer ton cerveau avec les neurosciences. Aujourd'hui, nous abordons comment prendre soin de ton cerveau pour qu'il reste en bonne santé ainsi que l'ensemble de ta personne, car tout est lié. À tout de suite! Je lance un accompagnement, la paix du cœur. Prendre soin de soi, de son équilibre de vie, de son équilibre émotionnel est une des clés pour atteindre cette paix du cœur. Pour en savoir plus, écris-moi à cécile@coachplusdevie.com. En attendant, bonne écoute. Quand on pense au cerveau, on s'arrête souvent à la masse graisseuse qui se trouve dans notre boîte crânienne. Or, notre cerveau existe en lien avec tout notre cœur et toute notre vie. Mens sana in corpore sano, disaient les anciens, un esprit sain dans un corps sain. Les deux sont intrinsèquement liés, et pas de cerveau sans corps et pas de corps sans cerveau. Les neurosciences parlent de 7 besoins fondamentaux qui ont besoin d'être comblés quotidiennement pour te permettre d'avoir un cerveau en bonne santé. Connaître ces besoins permet de le cerveau, et de te garder en forme. D'où mon idée de te le partager. Quand je suis sortie de la communauté, après 17 ans de vie monastique, même si c'était un temps de recul choisi, ça a été une grosse rupture. Tu sors d'une vie bien réglée, qui certes peut être très hachée, mais qui est assez régulière malgré tout. Heure de lever, heure de coucher, nombre d'heures de travail par jour, prière personnelle, prière communautaire. Et là, en sortant, c'était « et maintenant, à vous », comme disait mon père. C'est-à-dire, t'as plus aucun repère tout d'un coup, quoi. C'est à toi de les remettre. C'était un énorme changement et j'étais en recherche d'équilibre assez accru, on va dire, dans un cadre de vie bien différent. Et dans cette recherche d'équilibre, je suis tombée sur cette ressource qui s'appelle en anglais Healthy Mind Platter. Alors, Healthy Mind Platter, c'est un peu littéralement l'assiette d'un cerveau, d'un esprit en santé. L'assiette idéale pour que ton cerveau soit en forme, quoi. Et ça regroupait 7 besoins à combler quotidiennement. J'aimais bien l'image qu'il donnait, que j'avais imprimée et qui résumait ces besoins. C'était une manière pour moi de visualiser concrètement ces différents éléments. Et en fait, ça regroupait aussi, paradoxalement, des éléments qui étaient présents dans la journée monastique. Il s'agissait un peu de l'adapter pour moi à ma nouvelle vie. Et un paradoxe cependant est de parler d'assiette, alors que justement, une chose dont ne parle pas le Healthy Mind Platter, c'est de nourriture. Alors que je pense que c'est aussi important pour avoir un cerveau en santé. Je pense parler de ce sujet de façon spécifique quand j'aborderai au mois de février la question de prendre soin de soi. Mais voilà, donc c'est un manque dont j'ai conscience, qui n'est pas dans cet élément. Cette assiette parle plus en fait finalement des connexions neuronales, comment elles se renouvellent, comment elles sont fortifiées, comment tu recharges ton cerveau et il ne parle pas justement de nourriture. Je commence par ce manque pour dire que j'en parlerai plus tard. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme petite image? Qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette? D'abord le sommeil, l'activité physique, la concentration,
la relation, le jeu, la créativité, la détente et le ressourcement. Alors on va prendre le temps d'aller passer en revue chacun de ces points, donc t'inquiète pas, tu vas réentendre ces différents points et voir ce qu'ils apportent de spécifique à ton cerveau. En fin de parcours, je vais les revisiter en montrant comment ils étaient comblés dans ma vie monastique. Je trouve ça un partage un peu différent peut-être que ce que vous pourrez entendre, mais qui m'a forcément marqué en étant 17 ans dans ce cadre-là. Donc, le premier besoin, le sommeil. Et oui, le parfois grand oublié, qui est pourtant si essentiel pour que ton cerveau puisse récupérer, se porter bien, et tout ton corps. C'est pour ça qu'on dit bien que le cerveau et le corps sont liés. Ça rejoint vraiment l'écologie de vie, ce qu'on appelait à l'IFIM les rythmes de base. À Montréal, nous passions le premier trimestre en première année à vraiment prendre le temps de regarder cette écologie personnelle. Et donc, on se posait des questions du style de combien d'heures de sommeil as-tu besoin pour être en forme ? Qu'est-ce qui favorise un bon sommeil ? Est-ce que tu as un sommeil de qualité ? Est-ce que tu as une quantité suffisante pour toi ? Quels sont les éléments qui favorisent le bon endormissement, du style température de la pièce pas trop chaude ? Qu'est-ce que tu fais juste avant de t'endormir qui va favoriser l'endormissement ? On parlait aussi des rapports aux écrans. Donc tous ces éléments-là, on pourrait faire juste un épisode de podcast juste sur cette question du sommeil. Donc tiens-tu compte de besoins éventuellement plus importants à certaines saisons. Au changement de saison, à l'automne et au printemps, on peut être plus fatigué. Donc peut-être qu'on a besoin de plus de sommeil. Si tu as des enfants adolescents, on dit qu'en moyenne, en tout cas on voyait ça à Montréal, versus les 8 heures habituelles, des ados peuvent avoir besoin parfois de 10 à 11 heures de sommeil, parce que leur corps change, donc ça demande plus de besoin de récupération. Si tu es malade aussi, tu peux avoir besoin de récupérer, et donc ça peut être normal d'avoir des besoins plus importants. Donc on a nos rythmes personnels, nos rythmes de vie, bien sûr selon la place du cycle aussi menstruel, les moments où on a nos règles, ça peut être des moments où on est plus fatigué, on peut avoir besoin de plus de dormir aussi. Donc tout ça, ça répond vraiment à un besoin fondamental. J'aime bien cette image de rythme de base que nous donnait Montréal, que nous donnait l'IFIM. Alors, tu vas me dire, mais à quoi c'est vraiment utile pour le cerveau ? Eh bien, c'est un temps dont il a besoin pour se refaire, pour assimiler ce qui a été vécu dans la journée aussi. Ça permet de faire des connexions, poser des questions à ton cerveau avant de te coucher. Ça permet des fois, tu as les réponses le matin qui t'arrivent parce qu'il a travaillé la nuit. Parce que contrairement, ça lui permet de travailler le fait que tout le reste du corps se repose. Ça permet de consolider aussi les apprentissages de la journée. Donc si tu ne dors pas assez, tu évites cet aspect apprentissage, tu évites cet aspect assimilation de ce qui s'est passé et récupération. Donc pouvoir lui donner le sommeil nécessaire, ça lui offre ce cadeau de pouvoir un peu faire la synthèse de ce qui s'est passé, d'intégrer les apprentissages et de te préparer pour la journée qui vient, la journée suivante. Quelle est la deuxième activité ? L'activité physique. Et oui, notre campagne le dit, manger, bouger, campagne faite par le gouvernement, pour lequel je suis assez d'accord, pour le coup. Notre corps a besoin de bouger. Pour beaucoup d'entre nous, nous passons nos journées assises devant un ordinateur, à pas vraiment bouger. Et en fait, si nous n'intégrons pas ce besoin d'activité physique dans notre agenda, il y a des chances que celui-ci passe à l'as. C'est un peu le premier besoin qui va sauter. Donc, comment est-ce que tu peux intégrer ça dans ton horaire, Car bouger, c'est vraiment essentiel. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez cette scène du film d'animation un peu ancien, Wall-E, qui m'avait franchement, moi, effrayée en me disant « je ne vais pas venir comme ça », où on voyait ces humains qui étaient incapables de se déplacer tout seuls.
par leurs propres moyens, qui étaient, transportés par des machines qui même les faisaient passer, on va dire, du lit, un espèce de transport à moitié couché. Et à l'inverse, hein, si on regarde à l'inverse, quand vous voyez des gens qui savent bouger, soit, des danseurs, mais ça peut être, voilà, des compétences sportives aussi, et bien, quelle beauté de voir ces corps qui bougent avec harmonie. Même si ça peut être aussi des choses simples comme marcher, quand on voit le défi que ça peut être, par exemple, pour un petit enfant qui commence ses premiers pas ou bien, une personne, qui a la maladie de Parkinson et pour qui ça peut être un vrai défi et tout d'un coup, vous l'amenez à la plage et elle se met presque à courir parce qu'elle a de l'espace et donc elle n'est pas angoissée, elle tombe pas. Donc voilà, la beauté, ça peut de bouger peut être pas forcément toujours dans l'excellence, mais parfois dans le balbutiement ou le combat face à la maladie. Et donc, aller voir qu'est-ce que tu aimes faire, te connecter à ce que tu aimes faire. Hein. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas faire quelque chose, ça va être plus compliqué de le mettre dans ton agenda. Mais comment tu peux l'intégrer dans ton quotidien, dans un rythme soit de chaque jour, soit hebdomadaire. Hein. Ça peut être décider d'aller marcher pour aller au travail, par exemple, ou de monter les escaliers ou de prendre l'ascenseur, d'intégrer une marche de 30 minutes après le déjeuner. Voilà, à toi d'être créatif dans ce que tu aimes faire. Personnellement, je tâche d'aller à la piscine 1 à 2 fois par semaine et de faire une activité physique par jour. Donc, ça peut être d'aller marcher, de faire du vélo, de faire du jardinage, de couper du bois, voilà. Donc ça peut être varié. Et comment toi tu peux intégrer ça dans ton quotidien? Et alors, à quoi ça sert pour mon cerveau? Peut-être me demandes-tu. Et en fait, ça l'oxygène. Ça oxygène tout notre corps et dont notre cerveau qui en fait partie. Et ceci renforce les connexions neuronales. Donc, prenons l'air, sortons. Et le fait voilà, de faire de l'activité physique, ça fait fonctionner la pompe qui est le cœur et donc fait fonctionner aussi cette oxygénation de tout notre corps. Donc voilà, ce deuxième besoin d'activité physique. Le troisième besoin, c'est la concentration. La concentration, c'est le fait de mettre ton attention de façon précise sur une activité. Alors ça peut être voilà, travailler sur un rapport, hein, donc quelque chose d'intellectuel, mais cela peut tout à fait être te concentrer pour faire une activité manuelle, hein, comme un bricolage, comment résoudre tel défi. Voilà, quand on fait du bricolage, on a toujours des défis à relever, hein, c'est normal. Moi j'ai du placo qui a été mis à l'envers, donc on a mis le placo le long du mur et la partie polystyrène à l'extérieur. Donc, va planter des clous dans du polystyrène, bonne chance. Des vis, quand tu veux mettre quelque chose au-dessus, ça marche pas. Voilà, donc, défi. Voilà. Donc, on a toujours des défis à relever, donc ça te fait réfléchir, te concentrer. Moi, je me souviens chez une cousine, des sagouins avaient taillé des poutres du toit, hein, donc qui tiennent juste le toit, petit détail, pour mettre leur écran géant à tel endroit. Alors qu'il y avait plein d'endroits dans la pièce pour le mettre, mais ils voulaient le mettre à tel endroit. On réalisait pas qu'ils allaient fragiliser toute la toiture. Bon, allez chercher comment réparer cette fragilité. Alors, tu ne peux pas remplacer la poutre directement, mais comment est-ce que tu peux un petit peu combler pour resolidifier la structure pour que ça tienne debout. Donc le fait de te concentrer sur quelque chose, voilà, que ce soit par des études intellectuelles, que ce soit par rédiger un rapport, que ce soit par te concentrer sur quelque chose de manuel, mais en tout cas, voilà, réfléchir, utiliser ta matière grise. Et donc, as-tu, toi, dans ton quotidien, des occasions de te concentrer de la sorte dans ta journée? C'est un peu ça auquel tu peux faire face. Et donc, qu'est-ce que cela fait à ton cerveau? Et ben, le fait de mettre comme ça ton attention, de te concentrer de façon précise sur un point, une activité, de relever des défis qui demandent de te concentrer davantage, ça favorise le développement de connexions neuronales profondes dans ton cerveau. Donc là, on est dans la profondeur, dans le fait de ne pas rester sur quelque chose de superficiel. Donc ça, c'est aussi un élément important pour avoir un cerveau en santé. Passons maintenant au quatrième besoin. Le quatrième besoin, c'est le fait d'être en relation. Alors, le fait d'être en relation dans ta journée,
ça peut recouvrir le fait de rencontrer en présentiel, comme on dit depuis le covid, des personnes, hein, c'est vrai, mais ça peut être en relation avec des personnes significatives autrement, hein. Moi, par exemple, mon frère et ma belle-sœur sont partis en Nouvelle-Calédonie, il y a bientôt 1 an et ils viennent de déménager dans une belle maison au bord de la mer. Ma belle-sœur a fait tout plein de vidéos pour nous montrer leur nouveau lieu de vie. Chaque recoin de la maison, les enfants qui décorent le sapin de Noël, même en les recevant en décalé avec les 10 heures de décalage horaire, cela permet une vraie connexion qui réjouit le cœur. La relation peut aussi être avec la nature, en allant se promener, ou dans la relation avec un animal de compagnie. Ce qui compte est d'être vraiment en relation et que cela soit significatif, nourrissant pour toi. Bien sûr, si ça peut être en présentiel, c'est génial. Être attentive à ce qui te donne vie, aux relations qui te font du bien. Créer dans ton agenda des occasions de rencontres pour pas passer, si tu es seul aussi, une journée ou une semaine sans voir des personnes qui t'aiment ou que tu aimes. Et généralement, ça va dans les deux sens. Et te connecter comme ça à ce qui te donne vie. Est-ce que tu prends le temps de ces relations? Est-ce que tu sais le mettre dans ton agenda? Ça paraît anodin, mais je me souviens de quelqu'un que j'avais accompagné qui ne mettait dans son agenda que ce qui était obligatoire, du coup, le travail et ces choses-là. Et en fait, qui n'arrivait pas du tout à passer de temps avec ses enfants. Et c'est une femme chef d'entreprise. Et en fait, je l'ai invitée à lui dire est-ce que tu peux pas le mettre dans ton agenda aussi, le temps que tu passes avec tes enfants? Parce que finalement, tu n'as pas le temps du tout de passer du temps avec tes enfants parce que c'est pas dans ton agenda finalement. Donc, comment tu peux écrire dans ton agenda, y compris ces temps avec tes enfants, pour pouvoir vraiment les voir? Donc ça, c'était important. Ça a été un peu une révolution copernicienne parce que pour elle, dans son agenda, c'était les choses, on va dire, du boulot. Or, là, elle a pu comprendre, saisir que si elle ne le mettait pas, en fait, elle ne le faisait pas et du coup, elle passait pas de temps avec ses enfants. Donc ça, c'est des bons cadeaux à observer. Qu'est-ce que ces relations de qualité offrent à ton cerveau? Être en relation avec d'autres personnes, idéalement en présentiel, ou prendre un temps de connexion avec la nature, active la partie relationnelle qui vraiment nourrit ton cerveau. J'allais dire, de manière imagée, nourrit le cœur de ton cerveau. Donc, nous avons vraiment besoin de cet aspect relationnel dans notre vie, hein. On sait que des petits bébés à qui une espèce de matrice informatique donnerait tous les besoins, comblerait tous les besoins, ne remplace pas la personne, la maman en fait, ou la personne qui va prendre soin du nourrisson. Donc c'est vrai dès la naissance, mais c'est vrai tout au long de notre vie. Et on a vu au moment du Covid que le fait d'avoir aucune connexion, y compris par le toucher, pour des personnes qui étaient seules, était vraiment néfaste pour leur santé mentale. Donc c'est un besoin dont on voit vraiment bien l'importance. Alors le 5e besoin, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre entre les 7 besoins que j'énumère au fur et à mesure. Il n'y a pas de il faut bien les dire les uns après les autres, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc le 5e besoin, c'est la question du jeu, de la créativité, hein. Avoir des temps, des occasions pour être dans la spontanéité, l'ouverture à la nouveauté. Ça stimule ton cerveau, ça crée des nouveaux chemins, tant dans ta vie que dans ton cerveau, si je puis dire. Car c'est des nouveaux chemins neuronaux qui se créent en même temps que c'est des nouvelles occasions d'expérience pour toi. Avoir des temps où tu peux te laisser aller à la créativité, quel que soit le domaine que tu aimes, pour te permettre d'exprimer ce côté-là créatif en toi. Alors, il y en a qui vont peut-être dire « mais je ne suis pas créatif ». J'ai envie de te dire « essaye, essaye de l'être ». Il y a plein de choses en plus sur Internet aujourd'hui où on te donne des exemples. Personnellement, au fil des années, la créativité a sûrement commencé par l'écriture de textes, de poèmes. J'ai commencé à faire un journal assez jeune. Puis j'ai appris à oser être créative dans la musique. J'avoue que je ne sais pas encore, par exemple, improviser sans l'écrire d'abord. Mais ça, c'est un de mes rêves aussi, d'être capable d'improviser musicalement avec la flûte.
C'est un de mes buts que j'aimerais faire, voilà, arriver à faire un jour. Au monastère, j'adorais organiser des anniversaires pour mettre ensemble plein de dons différentes sœurs, mettant en avant aussi, des sœurs qu'on ne voyait pas forcément, habituellement au premier rang. J'ai aussi découvert par une amie, qui est art thérapeute, le journal créatif. Et justement pour celles qui veulent essayer, en ayant un peu des, des chemins qui sont proposés, je vous propose d'aller voir Anne-Marie Jobin, ça s'appelle Le Journal Créatif, son site internet, et elle donne voilà, des exemples d'exercices à faire. Ce qui est intéressant avec la créativité, c'est qu'il peut y avoir justement un côté contraint. Le fait d'avoir une contrainte créative, ça te pousse voilà, à faire peut-être des choses que tu n'aurais pas faites et à aller plus loin. En fait, ça t'amène un peu plus loin que où tu aurais été peut-être spontanément. Et moi, c'est vrai que le journal créatif d'Anne-Marie Jobin, moi qui déjà utilisais le journal depuis longtemps, ça m'a donné une autre dimension en ajoutant en plus de l'écriture, il y avait l'aspect dessin, collage, et même l'écriture, elle pouvait être très différente. Donc c'était intéressant d'explorer en fait mon intériorité, mes sentiments, ce que je vivais avec cet outil-là. Plus récemment, j'ai découvert la danse comme lieu d'expression de ce qui m'habite. C'est vraiment pareil, un chemin très riche. Je t'ai déjà parlé de Sophie Caldicine, c'est avec elle que que je peux expérimenter ça, et c'est très fort de voir que notre corps arrive à dire des choses finalement que notre tête ou nos paroles n'arrivent pas à dire directement. Donc c'est assez impressionnant et puissant. En plus de ça, voilà, il y a tout cet aspect créatif-là. Il peut y avoir aussi tout ce qui est jeu. Hein. À Montréal, on avait tout un temps d'apprentissage du jeu qui nous permettait d'explorer aussi ce qui nous habitait, d'explorer aussi les relations que ça donnait. Donc on pouvait, voilà, le jeu peut être pris dans les différents sens du terme. Et ça met du jeu justement aussi dans nos manières de faire parce que c'est pas sérieux entre guillemets, même si pour certains on voit que le jeu peut être très sérieux. Rien que le rapport aux règles est très voilà, significatif dans notre rapport à la vie. Donc ça permet voilà, d'explorer des stratégies, de réfléchir, de prendre de la distance et de créer aussi du lien. Ça peut apporter aussi l'aspect relationnel dans cet aspect-là. Alors, quelle place ça a pour toi dans ta vie? Est-ce qu'il y a de la place pour de la nouveauté, de la découverte, du jeu, de la créativité? Est-ce que c'est présent dans ton cycle annuel, par exemple pendant les vacances? J'ai des cousins qui adorent se retrouver voilà, pendant les vacances pendant certains week-ends pour justement passer des temps de jeu ensemble. Donc c'est chouette de les voir triper ça, comme on dit. Est-ce que ça va être dans ton cycle mensuel, tu t'accordes un temps où tu vas pouvoir créer, jouer? Est-ce que c'est présent de manière hebdomadaire? Donc voilà, c'est pour te poser ces questions-là. Et alors, qu'est-ce que ça offre à ton cerveau, ça? Le fait d'être spontanée, créative, l'ouverture, ça favorise l'ouverture de nouvelles connexions dans ton cerveau. Ça ouvre, voilà, l'ouverture à des nouvelles expériences favorise la création de nouvelles connexions dans ton cerveau. Donc ça, c'est intéressant pour que justement son cerveau continue à se développer. Et voilà, parce que contrairement à... Enfin, on dit que voilà, notre cerveau est fait à 21 ans, qu'après que c'est que la décrépitude. En fait, les connexions se créent aussi toujours tout au long de ta vie. Hein, donc c'est aussi à toi de savoir est-ce que tu vas créer du nouveau ou rester sur des vieux patterns. Alors, le 6e besoin de ton cerveau est la détente. La détente. À Montréal, on parlait de budget d'énergie et on disait, voilà, une des 3 choses qui va ressourcer justement ta personne, ça va être de décider de te détendre. Hein, ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça qu'on nous transmettait. Et ça veut dire, voilà, de te connecter aux 5 sens de manière décidée pour te ressourcer. Comment on fait ça? Eh ben, ça veut dire, par exemple, de décider de faire tel plat que j'aime bien pour le goûter, l'apprécier et me reconnecter à ce que j'aime. Quand j'étais à Montréal, toujours, on était des étudiantes d'un peu partout.
Chaque jour, on faisait à tour de rôle la cuisine pour toutes, mais le dimanche, chacune faisait ce qu'elle avait envie de faire. Et c'était un plaisir pour les yeux de voir chacune faire, même quand il y a la boule africaine, souvent de loin on peut croire que c'est la même boule, mais non, la boule du Burkina n'est pas celle du Congo, n'est pas celle du Cameroun, donc chacune avait sa boule différente. Et de voir l'illumination des yeux comme d'enfant en fait, devant son assiette qui correspondait à sa nourriture, et aussi parfois le dégoût quand tu regardais ce qu'il y avait dans l'assiette du voisin. Par exemple, la viande rouge, il faut savoir que c'est pas trop apprécié dans beaucoup de lieux, notamment dans les Caraïbes ou en Afrique. Parce qu'on cuit beaucoup la viande, donc on n'a pas l'habitude du tout de la manger rouge. Et moi, si je me faisais un steak, moi j'étais aux anges, et en face j'avais des têtes plutôt dégoûtées. Donc voilà, la détente qui passe par la nourriture, ça peut être de se faire un plat qu'on aime bien et qu'on n'a pas forcément, qu'on prend pas forcément le temps de faire, qui peut correspondre à des saisons aussi, hein. Et donc on peut faire ça pour chacun des 5 sens. Qu'est-ce que j'aime toucher? Pareil, alors maintenant c'est venu en Europe, mais quand j'étais à Montréal, il y avait beaucoup de pyjamas tout doux, un peu avec comme une couverture de peluche que tu avais sur toi. Moi j'ai récupéré ça en ressourcerie, c'était super agréable. Bon voilà, toucher une couverture comme ça, on se sent tout comme enveloppé dans de la douceur, ça fait du bien. Ça peut être bien sûr écouter de la musique qu'on aime bien. Dans la famille, nous on adore le Messy Handel. Moi quand j'ai un coup de blues, j'écoute ça à fond, ça me ressource, ça me fait du bien, y compris de chanter certaines parties parce que j'ai déjà chanté le Messie. Ça me booste, ça me donne une grande énergie de me ressourcer à écouter ça. Voilà, donc vous pouvez prendre chacun des 5 sens et voir, toi, qu'est-ce qui va te détendre? Est-ce que c'est écouter tel morceau? Est-ce que c'est de faire une marche méditative où tu sens ton corps très avec conscience? Est-ce que ça va être de goûter, de te faire tel ou tel plat? Je t'invite à te connecter à ces différents éléments pour voir qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te détend. C'est vraiment c'est impressionnant comme le fait de choisir de se détendre, hein. Ça peut arriver incidemment, mais là, c'était l'invitation à choisir qui m'avait frappée à Montréal, et je pense qu'elle est vraiment pertinente. Et la question, là, c'est quel cadeau ça offre, la détente à ton cerveau, et je dirais encore une fois à toute ta personne. Avoir des temps où tu relâches ton attention, tu profites de l'instant présent, sans suivre un objectif particulier. Ça permet justement à ton esprit de vagabonder, et ça recharge en fait ton cerveau, ça recharge toute ta personne. Le fait de quelque part laisser aller juste à cet élément, à ce sens que tu choisis de mettre en avant, ça te recharge. Donc est-ce que tu mets des temps de recharge qui sont différents que le temps de sommeil, pour permettre à ton cerveau de se recharger, de se reposer, de se ressourcer. Voilà. Le 7e besoin, c'est le ressourcement. Alors c'est quoi un petit peu, ça peut ressembler à un détente ressourcement, mais c'est un petit peu différent de fait. On va avoir dedans, par exemple, le fait de méditer, par exemple. Voilà, de mettre un élément où tu vas laisser, donc là on est plus vers l'intériorité, on va dire, méditer sur un texte ou une idée, même par exemple d'aller marcher avec une question qu'on peut avoir. Moi, c'est des choses que je fais des fois quand je suis un peu bloquée sur tel aspect, ça tourne en rond, je décide d'aller marcher et de laisser venir ce qui peut être en lien avec cette question que j'ai. Et souvent, le fait de m'aérer, il y a des choses qui vont venir, qui ne seraient pas venues si j'étais restée, on va dire, devant mon ordinateur ou je ne sais pas où, à cogiter sur la question, qui viennent autrement parce que je médite un peu autrement en allant marcher, par exemple. Donc, ça va être aussi, finalement,
quand je prends le temps de méditer, un peu au sens où on le dit, aujourd'hui, donc je veux dire à la mode Christophe André, par exemple, il y a ce fait d'écouter ce qui est. Je me souviens qu'avant de rentrer au monastère, j'étais proche d'une communauté à Rouen où j'allais prier, les vêpres et après il y avait toujours, 15-20 minutes, d'adoration du Saint-Sacrement, donc une adoration silencieuse. Et une fois, le copain d'une de mes amies, comme il voyait que pour son ami aussi c'était important de vivre ça, il était venu. Il n'avait pas du tout l'habitude de faire ça. Il était sorti de là en disant: «Waouh! C'est vachement puissant, il y a tout qui ressort». Enfin, il avait été assez bouleversé face à cette expérience de juste se poser, ce qu'il faisait jamais dans sa vie. C'était un mec plutôt actif, plutôt bavard aussi, il était vendeur, il était commercial, donc plutôt dans la relation, la discussion. Et le fait de se poser en silence, il avait vu un peu tout ce qui était, tout ce qu'il habitait en lui. Et nous, bah voilà, est-ce qu'il y a des moments où tu fais ça, où tu n'es pas en train de faire quelque chose? Aujourd'hui, on peut être aussi toujours en train soit d'écouter un podcast comme tu le fais tout de suite, soit d'écouter une émission, c'est-à-dire de combler le vide très facilement par plein de choses. Aussi par ton rythme de vie, le fait d'être avec un conjoint, avec des enfants où tu n'arrêtes jamais. Donc après, tu as les collègues au travail, donc finalement, tu es tout le temps en connexion, en relation. Et donc le fait d'avoir un peu un vide, un temps de rien, où les choses qui t'habitent vraiment peuvent monter. Ça m'avait frappé, c'est ce qui me frappe quand je fais le chemin de Compostelle, c'est que tu ne peux pas échapper aux questions qui t'habitent vraiment quand tu marches 6-7 heures par jour. C'est pas possible. Parce que, voilà, même si tu vas rencontrer des gens, tu vas un peu parler avec des gens, tu finis quand même à être 3-4 heures tout seul. Et qu'est-ce qui monte? C'est des questions qui t'habitent vraiment, tu ne peux pas y échapper. Et c'est une chance, en fait, parce que pouvoir écouter ce qui nous habite vraiment, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance, même si ça peut paraître paradoxal. C'est-à-dire que si tu n'écoutes pas ça, tu ne vas pas y faire face et tu ne vas pas mener finalement la vie que tu veux vraiment. Tu ne vas pas répondre à ces questions essentielles qui t'habitent. Donc pouvoir revenir à toi, écouter tes sensations, tes émotions, réfléchir intérieurement en mettant ton attention sur les images, les pensées qui t'habitent, ça t'aide à intégrer tous ces éléments à ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, il fait encore une fois un petit peu une synthèse, un peu différemment, mais un peu de manière complémentaire avec ce qui se passe dans le sommeil. Il y a comme une synthèse qui se fait par ce ressourcement. Donc, d'où l'importance de se donner ces temps de time off. Alors, je t'avais promis un témoignage un petit peu à partir de ces 7 besoins en lien avec le rythme monastique. Donc, si tu es partante, c'est la dernière partie un peu de ce podcast. Si je reviens donc au rythme monastique, il était possible d'avoir relativement ces différents éléments. D'abord, nous avions notre compte de sommeil, avec cette pratique du silence après compli, c'est-à-dire le dernier temps de prière de la journée, qui était vers 20h30, 21h. Et là, à partir de ce moment-là, on ne parlait plus. Sauf vraiment, s'il y avait quelqu'un qui faisait un malaise ou je ne sais pas quoi. Mais sinon, on avait ce temps de silence qui se rompait seulement avec le premier office du matin à 7h, quand on allait chanter les laudes, quoi. Donc c'est un temps, ce dernier office était aussi un temps de prière très apaisant, qui préparait aussi un sommeil paisible. Donc il y avait aussi une demande de pardon par rapport à ce qu'on avait pu faire de moche, des chants d'abandon à Dieu. Tout ça aussi dans l'obscurité, donc pas avec des lumières énormes, on le chantait par cœur. Donc c'est un office que j'aimais beaucoup. Et ça préparait le sommeil. Et on avait de quoi avoir notre compte de sommeil. Après, on peut ne pas le faire en lisant tard, en faisant des choses, mais on avait tout qui était fait pour qu'on ait notre compte de sommeil et que ça se passe paisiblement. Ensuite, pour le deuxième besoin, traditionnellement, l'activité physique était favorisée par saint Benoît, puisqu'il demandait aux moines de travailler au champ. Mais la société ayant évolué, ce travail manuel n'était pas vraiment beaucoup présent. Ça représente un plus grand défi, on va dire, pour les jeunes générations. Moi, c'était quelque chose qui était compliqué en étant aussi seule jeune dans une communauté plus âgée.
moi qui avais besoin de bouger. Et donc je tâchais d'aller marcher après déjeuner, de faire du vélo quand je pouvais. J'ai même fini par obtenir le fait de pouvoir aller à la piscine une fois par semaine. Mais j'avoue que voilà, c'était peut-être une des choses les plus compliquées à intégrer au quotidien, vu la moyenne d'âge aussi et le rythme nouveau de société occidentale et plus traditionnelle, qui avant était 75% paysanne. Et comme il n'y avait plus ça, j'avoue que ce deuxième point était sans doute un des plus grands défis. La concentration, le troisième besoin, était vraiment présente, ça complètement intégré par la possibilité de faire des études. C'est une des choses qui m'a fait rentrer dans la vie monastique, car j'avais une grosse soif de connaissances, n'ayant pas été très satisfaite du caté, que je trouvais un peu bébé, quoi. Et donc on a cette opportunité de travailler, en tout cas moi j'avais accès à une bibliothèque, le fait de pouvoir intégrer ça dans notre quotidien, même si c'est dans un temps très découpé. Je me souviens d'une sœur qui m'avait dit: «Si tu sais pas utiliser 15 minutes, tu feras jamais rien». Et c'était vrai. Enfin voilà, c'est-à-dire que de savoir se dire que j'avais suivi une sœur qui avait décidé de travailler une thématique par an. Et j'avais vraiment choisi de faire ça pour m'aider à ne pas me disperser, parce que moi je suis intéressée par beaucoup de choses. Donc j'ai passé 1 an à travailler Saint-Paul, 1 an à travailler le problème du mal à travers le livre de Job, 1 an à travailler telle ou telle thématique, ce qui m'a permis voilà, de creuser les choses, de me concentrer, tout en sachant utiliser le peu de temps, parfois temps saccadé ou découpé disponible, quoi. L'autre besoin, bien sûr, c'est la relation. Alors aussi bien avec l'autre qu'avec la nature. Alors chacune avait des manières très personnelles de le mettre en œuvre. N'avons pas les mêmes besoins. Il y en a qui allaient chercher ce besoin relationnel parfois à l'extérieur, soit avec la famille, soit avec les autres. Ce qui était le plus naturel était le plus normal, entre guillemets, selon la normalité monastique, c'était de créer ces liens au sein de la communauté. Même s'il y avait il y avait des lois du silence parce qu'on ne parle pas. Il y a des moments et des lieux où on ne parle pas, mais il y a quand même cette possibilité de créer des liens si on le décide, et donc de les entretenir. Et ça a été très riche de pouvoir, notamment en étant ange gardien de telle ou telle ancienne, ou de travaillant avec telle ou telle sœur, de créer ces liens au fur et à mesure et de les approfondir, notamment avec les fêtes et des choses comme ça. Mais ça pouvait être aussi à travers la contemplation de la nature et de son évolution, le fait d'être toujours dans le même lieu, tu vois les 4 saisons, tu vois l'évolution de la nature, et c'est agréable de se connecter à cela avec la joie d'apercevoir un chevreuil, un écureuil, un renard lors de telle ou telle promenade, ou de voir la beauté des couleurs automnales. Pour le jeu, la créativité, peut-être que spontanément tu penserais que c'est pas vraiment présent au monastère. Alors peut-être que pour le jeu, je pense que ça dépend beaucoup des communautés. Nous, on n'était pas une communauté où il y avait beaucoup de jeux de société favorisés, ce que je regrettais un peu. Par contre, il y a vraiment un aspect très créatif qui passe par notamment le manque de moyens. C'est-à-dire que si je veux faire un cadeau, je n'ai pas d'argent pour acheter un cadeau, je vais le créer, voilà, à partir de ce que j'ai. Si je veux écrire une carte, je n'ai pas de moyen non plus de m'acheter une carte, donc je vais dessiner ma carte et faire une carte moi-même. Donc il y avait un aspect qui permettait vraiment de favoriser la créativité par ce manque de moyens, que j'avais un peu vu chez ma grand-mère aussi, pas parce qu'elle manquait de moyens, mais parce qu'elle avait connu la guerre, comme on dit, et que du coup c'était j'utilise ce que j'ai, quoi. Je ne vais pas forcément aller avoir le réflexe d'acheter, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Et ça, c'est une belle sagesse que j'ai bien apprécié de recevoir et qui est très développée dans les communautés monastiques. L'autre point, c'est la détente. Alors la détente, on avait cette possibilité offerte de pouvoir décider d'écouter de la musique, ou par ces promenades quotidiennes dont je te parlais, où tu peux contempler au mois de printemps les jacinthes sauvages dans les sous-bois, ou les couleurs automnales, fin octobre, et juste en profiter, être là, les goûter.
Et ces temps gratuits étaient à notre portée, même si en fait après, c'est comme pour toi, c'était, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Parce qu'on peut être aussi très vite embarqué par tout ce qu'il y a à faire, mais est-ce que je prends le temps de le faire? Donc ça, c'était des choses qui étaient faisables et je dirais pas que la majorité des sœurs le faisaient forcément, de prendre le temps de la gratuité. Finalement, la vie monastique peut être très utilitariste. J'ai vu ça, dans beaucoup de communautés, alors qu'on a ce don de la gratuité qui peut aussi être là et être nourrissant. Moi, pendant le temps de l'Avent, par exemple, j'aimais bien prendre un beau livre d'art, qui allait montrer des scènes de la Nativité pour m'en nourrir, voilà, nourrir ma prière et c'était un temps de ressourcement et de détente à travers ça. Dernier point, le ressourcement. Alors là, je pense que spontanément, tu vas dire: «Ah, c'est évident que le ressourcement est présent dans la vie monastique» et là, tu auras bien raison. Ça passait notamment, par, on va dire 2 éléments, que je nommerais comme essentiels. D'une part, la lectio divina quotidienne. Donc c'est quoi la lectio divina? C'est une lecture méditée de la Bible, habituellement sur la lecture de la messe que nous avions chaque jour. C'est un temps de méditation d'un texte. Donc s'arrêter sur un texte. Il y avait plusieurs textes, pour la messe, donc généralement tu lis l'ensemble et tu t'arrêtes sur un. Et c'est un temps pour lire en toi, à travers ce texte, que tu n'as pas choisi, que tu reçois, en quoi il te parle pour aujourd'hui. Voilà, donc faire cet aller-retour entre ce texte de la Bible et ta propre vie. Donc ça, c'était vraiment un temps de ressourcement, qui faisait du bien. Voilà, donc ça, je pourrais éventuellement vous faire un épisode sur ce qu'est la Lectio Divina dans un prochain podcast. L'autre élément de ressourcement, c'était ces quarts d'heure d'oraison, que nous avions, après chaque office. Donc après chaque temps de prière important de la journée, donc notamment après la messe et les vêpres en fait, avant chaque repas, en fait, nous avions, ce temps ce quart d'heure d'oraison, qui permettait de se poser. Donc quart d'heure d'oraison, c'est on s'assoit, donc soit en cellule, hein. Bon, la cellule, c'est la chambre, hein, donc ça n'a rien de carcéral, même s'il a cette connotation aujourd'hui. Ça vient de cellum, qui veut dire pièce en latin, donc c'est absolument rien de carcéral, mais c'est le lieu d'intimité avec le Seigneur pour le moine, la moniale, ou bien à l'oratoire, si on préférait rester à l'oratoire. Moi, j'aimais moins l'oratoire parce que la sœur rangeait la messe, donc il y avait toujours du mouvement, et je préférais être dans ma cellule de fait pour ce temps-là. Et ben justement, là, comme mon ami tout à l'heure dont je vous parlais, là, qui pendant l'adoration, là, il y a ce rien, ce temps où on a vécu un temps de prière avant. On a eu soit la messe, on a eu soit le temps de l'office des vêpres. Et là, on a ce temps vide qui permet de laisser monter ce qui m'habite, ce qui est là. Donc c'est un temps précieux pour écouter, se refaire, se ressourcer en Dieu. Voilà, pour ce petit parcours monastique, pour revoir ses besoins à travers cet exemple-là. Et toi, après avoir entendu ces 7 besoins, que fais-tu déjà dont tu es fier pour prendre soin de toi et dont tu n'avais pas conscience que c'était si important pour ton cerveau? Peut-être que tu te donnes le sommeil dont tu as besoin, que tu fais de l'activité physique de manière régulière. Et aussi, quels sont tes défis? Est-ce que tu ne prends pas assez de temps pour des temps de qualité avec tes proches, ou pour jouer, ou pour créer, ou prends le temps, voilà, de célébrer ce que tu fais déjà, et vois aussi comment tu peux ajouter un peu de ce qui te manque davantage. L'idéal étant d'avoir les 7 besoins comblés dans la journée, avec voilà, des importances aussi différentes selon le temps dont tu disposes, ton état de santé, plein d'éléments qui te sont aussi très personnels. Mais voilà, avoir cette vigilance sur ces éléments, et n'hésite pas à imprimer la petite image soit de Healthy Mind Platter que tu trouveras sur le site en description, soit de la publication Instagram que j'ai faite, pour avoir les 7 éléments visuellement et y penser
pour t'aider dans ton quotidien à les mettre dans ta vie, à les incarner dans ta vie. Si tu veux me partager comment cet épisode t'a touché, tu peux toujours m'écrire à cécile@coachplusdevie.com et je serai très heureuse de te lire. Buen camino! Dans cet épisode, tu as pu passer en revue avec moi quels sont les 7 besoins fondamentaux de ton cerveau et voir comment les intégrer à ton quotidien pour y répondre et être en meilleure santé. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. N'hésite pas à lui partager. Dans les notes d'épisode, tu trouveras des liens vers un article qui résume ces 7 besoins, un carrousel que j'ai fait sur Instagram pour illustrer ceci et le lien vers le site internet d'Healthy Mind Platter en anglais et la source de cet épisode. On restera dans l'anglais pour le prochain épisode. J'interviewe Sarah Clark, coach anglaise, spécialiste des Life Languages, outil qui permet de mieux comprendre nos façons de communiquer. Ce sera le dernier épisode de la saison 1.